Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans Actu Week, votre édition qui vous retrace les faits marquants de la semaine. Pour ce nouveau numéro, je suis en duo avec Dina Boutiam. Dina Boutiam, bonsoir. Bonsoir Fatoumata Kane, bonsoir à tous. Au sommaire de ce magazine, des membres de l'Union sacrée des forces vives de Guinée étaient face à la presse ce mardi après les ateliers de Kindia initiés par le CNT sur l'avant-projet de la nouvelle constitution. Ces acteurs ont salué l'initiative du Conseil national de la transition avant de formuler des recommandations. Pendant ce temps, le Forum des forces sociales de Guinée dénonce la vie chère, l'insécurité grandissante et les violations des droits de l'homme dans le pays. Les responsables de cette structure ne cachent pas leur non-satisfaction pour la gestion du CNRD. Plus de détails à suivre dans cette édition. Pour le reportage de la semaine, nous vous amenons sur le pont de Sambaya situé à la sortie de Koya sur la route nationale numéro 4, Koya-Farmoria en passant par Forêt-Caria. Cette infrastructure routière récemment réalisée se trouve aujourd'hui dans un état de dégradation avancée. Les usagers de cette route craignent même un effondrement de l'infrastructure. Et pour décrypter ces différentes actualités, nous serons en compagnie de Cheikh Omar Traoré, acteur politique, président de l'Union des patriotes africains de Guinée. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bienvenue après l'atelier de concertation sur l'avant-projet de la Constitution guinéenne. Les acteurs politiques ayant pris part au rendez-vous de Kindia font la restitution. Réunis au sein de l'Union sacrée des forces vives de Guinée, ils saluent les efforts du Conseil national de la transition CNT pour un retour à l'ordre constitutionnel. Ces acteurs ont par ailleurs formulé des recommandations. Ansoubaï Le Baldé. Parmi les conférenciers autour de la table, il y a des représentants de plusieurs coalitions politiques et des formations politiques non coalisées. Tous ont participé à l'atelier de lecture de l'avant-projet de la nouvelle constitution à Kindia la semaine dernière. Dans leur majorité, ces partis politiques avaient émis les inquiétudes sur le retard de la présentation de la première mouture de la constitution. Et voilà donc l'acte du CNT est salué à sa juste valeur malgré la durée que cela a accouché. L'Union sacrée des forces vives de Guinée, élargie à tous les partis politiques ayant pris part à l'atelier, félicite le Conseil national de la transition pour le travail énorme qui a été accompli en 3 ans. Ils approuvent la philosophie qui a sous-tendu l'élaboration de cette avant-proposition de la nouvelle constitution. L'Union sacrée des forces vives de Guinée félicite tous les partis politiques qui ont accepté de participer aux 10 ateliers, démontrant ainsi la farouche détermination à participer au débat politique national. Des recommandations, les acteurs de l'Union sacrée des forces vives de Guinée ont formulé dans leur déclaration, surtout les points sur lesquels ils ne sont pas d'accord avec le CNT dans l'avant-projet de la nouvelle constitution. Nous recommandons la mise en place d'un organe transitoire indépendant pour l'organisation des élections pendant la transition en lieu et place du ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation. Introduire les dispositions des articles 46, 55 et 65 de la Charte de la transition. Encadrer la candidature indépendante sur l'aspect académique et les limiter aux élections locales. L'Union sacrée des forces vives de Guinée, élargie à d'autres entités politiques ayant pris part au rendez-vous de Kindia, invite le gouvernement à emboîter le pas du CNT pour le retour à l'ordre constitutionnel. L'UFDG et le RPG Arc-en-Ciel étaient les grands absents à l'initiative du Conseil national de la transition. Les conférenciers les invitent donc à reconsidérer leur position pour, disent-ils, l'intérêt du pays. La série de l'atelier de l'examen et de la validation du projet de guide de la légistique a pris fin cette semaine à Conakry. Fatoumata Kane. Durant un mois, 165 experts nationaux se sont penchés sur la conception d'un document référentiel d'élaboration des tests et normes juridiques en République de Guinée, une première depuis l'indépendance, une initiative portée par le président du Conseil national de la transition, Amara Bangoura, pour le compte-rendu. Sur les 165 experts nationaux prévus, 157 venus de la chaîne de production normative ont participé aux travaux.
Répartis en 3 ateliers, ces experts ont établi des activités de groupe, suivies de restitutions et de discussions sur plusieurs sujets, de manière à produire un référentiel de texte basé sur le résultat. 1. L'objet et le champ d'application de la légistique. 2. Les principes généraux de la légistique. 3. Les directives méthodologiques de conception. 4. Les normes d'écriture des textes juridiques. 5. Les principes et la méthodologie d'évaluation des lois. Pour un système normatif transversal et efficace, les participants ont formulé plusieurs recommandations. 1. Prendre en compte la dimension environnementale de l'étude d'impact des lois. 2. L'élaboration d'une loi qui rend obligatoire l'étude d'impact des lois. 3. Création d'une commission nationale de suivi et évaluation normative. 4. Insertion d'une page de définition des mots des expressions clés. 5. La création dans les différents ministères d'une direction chargée de la légistique. L'initiative est du président du Conseil national de la transition, représenté à cette cérémonie de clôture par le 2e vice-président de l'organe législatif. Pour El Hadj Senifa Sila, le produit obtenu est un outil essentiel pour un État. Nous avons ensemble abouti à un exploit. L'exploit de proposer à la Guinée un guide légistique, une première depuis notre indépendance. Cela est d'abord à l'honneur de Monsieur le Président du Conseil national de la transition, qui a été très inspirant à la matière. Parce que notre travail de législateur voudrait que nous disposions de cet outil. Comme annoncé au sommaire, il est avec nous sur ce plateau, M. Cheikh Omar Traoré. Bonsoir. Bonsoir Khan, bonsoir Cham. Merci de partager ce plateau avec nous. Vous êtes acteur politique et président de l'Union des patriotes africains de Guinée. Exactement. Eh bien, vous avez suivi avec nous cette sortie de l'Union sacrée des forces vives en tant qu'acteur politique. Comment l'analysez-vous? Très bien. D'abord, avant de commencer, avant de m'exprimer sur ce qu'on a entendu avec l'Union sacrée, j'aurais souhaité d'abord vous remercier de l'opportunité que vous nous offrez et profiter de votre micro pour dire bonsoir à tous vos millions de téléspectateurs et particulièrement les membres et sympathisants de notre jeune formation politique, l'Union des patriotes africains de Guinée. Et par rapport à ce qu'on a entendu dernièrement sur la sortie des forces vives de la nation par rapport à l'avant-projet de la nouvelle constitution, et nous sommes d'accord par rapport, en tout cas, au préalable, c'est-à-dire au préambule que nous avons entendu dans la déclaration, plus précisément quant à la nouvelle constitution, quant à l'avant-projet de la nouvelle constitution, parce que pour nous, aujourd'hui, ça, c'est une avancée majeure. Nous sommes également d'accord avec l'idée qui a soutenu ou qui a prétendu l'élaboration de cet avant-projet de la Constitution. Ça, c'est un premier aspect. Deuxièmement, il faut aussi reconnaître que ça, c'est vraiment un vent de soulagement. C'est un offre de soulagement pour l'ensemble des Guinéens parce que cela, quand même, nous amène un peu à se rapprocher du retour à l'ordre constitutionnel que nous avons tant attendu parce qu'on a tout le temps demandé à ce que nous puissions revenir à l'ordre constitutionnel pour que le processus de démocratisation de notre pays qui a démarré puisse continuer à bon port. Donc, je suis pratiquement d'accord, mais ce qu'il y a lieu de dire de façon un peu plus particulière qui fait un peu la différence, ça se trouve un peu au niveau des différentes revendications pratiquement. Et sur ces différentes revendications, moi je pense qu'il ne faudrait pas que nous ayons en tout cas une vue au bout du nez, que nous allions un peu plus en profondeur pour doter de notre pays une constitution en tout cas qui va vraiment refléter les Guinéens, qui va vraiment faciliter le développement politique surtout de notre pays. Et pour cela, il y a quand même des thèmes qu'il faudrait vraiment voir. Moi, je ne suis pas de l'idée qui dit qu'il faudrait quand même ramener, n'est-ce pas, la candidature indépendante seulement qu'au niveau des élections locales. C'est bien important qu'on aille. Mais nous savons déjà ce qui sous-tend déjà cette déclaration.
on a, entre guillemets, peur que le régime en place ou le président en place puisse se présenter à une élection présidentielle. Mais la question que moi je me pose pratiquement, est-ce qu'on a envie de doter notre pays d'une constitution qui va vraiment nous permettre d'amorcer notre développement, ou est-ce qu'on veut bloquer la candidature d'une éventuelle personne ou alors d'une éventuelle candidature, quelque chose comme ça? Moi, je dirais tout simplement que nous voulons doter notre pays d'une constitution qui va en tout cas nous aider à développer le pays. Donc pour cela, un certain nombre d'articles qu'il faut exiger maintenant est déjà donné du point de vue verbal. Donc je pense que nous pouvons aller sur cette base-là et essayer de pointer le cap sur un certain nombre d'autres problèmes. On a parlé du bicamérisme, par exemple, pour notre pays, que le pays ne connaissait pas avant. Donc moi, j'aurais souhaité, par exemple, que les acteurs politiques puissent se statuer sur cette question-là pour voir quels sont les tenants et les aboutissants par rapport à ce changement, par rapport à cette évolution, par exemple. Nous avons aussi analysé le développement de notre pays. Vous savez très bien que la Guinée a longtemps resté à la traîne. Nous avons des difficultés face au développement de notre pays. Donc, partant de cet aspect-là, il est important que nous essayions de mettre le cap sur ce qui a provoqué l'effondrement actuel de la Guinée. Quand vous regardez, par exemple, vous voyez tout simplement que la Guinée est aujourd'hui dotée de toutes les ressources qu'il faut pour démarrer un pays. Mais pourquoi on n'avance pas? Donc, pour nous, au sein de l'Union des patriotes africains de Guinée, nous avons pensé que si la Guinée n'est pas en mesure aujourd'hui d'amorcer, c'est qu'il y a un problème de patriotisme qui a manqué. Donc, on aurait pensé que cette notion de patriotisme et la défense et la protection de la jeunesse, la protection de la force sociale montante face à toute influence négative extérieure doivent être vraiment des principes qui doivent être constitutionnalisés. Donc, nous sommes allés sur cette lancée-là et nous avons demandé, nous avons même élaboré un mémorandum dans ce sens que nous avons adressé au CNT. Nous avons dit que ces principes devraient quand même être constitutionnalisés aujourd'hui. Ça, c'est un premier aspect. Deuxièmement, il ne faudrait pas que cette évolution dont j'ai parlé tout à l'heure, qui consiste à passer du monocamérisme au bicamérisme, ne soit pas une institution de plus qui va se confondre à l'Assemblée nationale et finalement on ne va pas s'en sortir. Et pour cela, il y a des choses à faire pratiquement. Pour qu'on évite cela, il faudrait que nous partons au-delà d'une simple représentation sociopolitique comme l'idée de l'avant-projet a dit par rapport au Sénat. Donc nous pensons qu'il faudrait aller au-delà de cela. Et pour ça, qu'est-ce qu'il faut? Il faudrait que, par exemple, dans notre pays, qu'il y ait une grande diversité, que le Sénat que nous allons avoir les prochaines années ou les prochains mois soit si vous voulez, soit une représentation ou une reconnaissance juridique de ces différentes diversités, et que le Sénat soit également une institution où les intérêts spécifiques de différentes régions puissent être débattus, n'est-ce pas? Et ensuite, que l'on puisse avoir la possibilité que tout membre du Sénat puisse être, je crois, on est d'accord sur ce plan-là avec les forces vives, naturellement, parce que je suis d'accord et également que les sénateurs puissent être élus. On ne va pas aller sur une base où c'est le président qui va élire les tiers. Finalement, on reviendra à ce qui se passe un peu à l'Assemblée nationale et nous risquons d'aller dans ce sens-là. Donc, alors, ces questions-là et d'autres questions, naturellement, pour moi, sont des questions quand même qui sont très intéressantes, qui vont peut-être garantir le développement sociopolitique de notre pays dans l'avenir. D'accord. Je disais, M. Traoré, est-ce qu'il n'y a pas de paradoxe dans leur démarche? Bon, pratiquement, on peut dire qu'il y a quelques paradoxes, il peut y avoir quelques contradictions, naturellement. Parce que la première chose que j'ai quand même observé dans cette démarche, premièrement, c'est que dans un premier temps, il y avait quand même d'autres sujets de discorde. Il y avait d'autres sujets sur lesquels les forces vives étaient concentrées par rapport au chronogramme, par rapport à un certain nombre d'organes qui devraient être mis en place, qui s'occupent des élections et tout. Donc, si aujourd'hui on dit que la démarche qui a soutenu la mise en place de la nouvelle constitution est acceptée, et que la constitution s'est acceptée à condition que certains points puissent être pris en compte, je me demande où en est-on avec ce qui a été demandé initialement, comme quoi, je veux dire, et comme le chronogramme par exemple, est-ce qu'ils ont accepté que la transition puisse aller au-delà de 2024? Est-ce qu'ils ont accepté que nous puissions quand même respecter ce délai-là? Où en est-on avec en tout cas cette position-là? Donc toutes ces questions aujourd'hui m'amènent à poser la question vraiment de savoir vraiment est-ce qu'on veut toujours aller ou est-ce qu'on veut continuer vraiment sur les mêmes questions? Cela m'amène à vous poser cette question. Est-ce que ces acteurs ne sont-ils pas en train d'échouer dans leur démarche? Bon, on ne dira pas échouer. Vous savez très bien ce que nous sommes en train de faire, n'est-ce pas? C'est un parcours du combattant. Nous allons en corrigeant les différentes failles qui se posent. Et je crois que nous, en tant qu'acteurs politiques, c'est aussi de notre responsabilité d'attirer un peu l'attention, non seulement des acteurs politiques, mais aussi des Guinéens sur un certain nombre d'aspects. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, ce qui est en train d'être fait,
n'est pas parfait. De tous les côtés d'ailleurs, du côté du CNRD, du côté du CNT, du côté des acteurs politiques, évidemment, n'est pas parfait. Donc, au fur et à mesure que nous avançons, je crois que les erreurs qui ont été commises de part et d'autre pourront être quand même corrigées pour que nous puissions quand même avoir une transition réussie, qui est en tout cas aujourd'hui l'inquiétude et la préoccupation de tous les Guinéens. Dans l'actualité, toujours, OEB Avogui se dit prêt à répondre à la plainte déposée contre lui par le bureau politique national du PDG RDA. Ce dernier l'accuse d'usurpation de titre de secrétaire général par intérim du Parti démocratique de Guinée pour le Rassemblement démocratique africain depuis son expulsion au mois de juillet dernier, une accusation que l'ancien député ne prend pas à la légère. Mamadou Tanouba. Le principal chef d'accusation contenu dans la plainte contre OEB Avogui est l'usurpation de titre. Le secrétaire général par intérim du PDG RDA a été officiellement exclu de toutes les instances du parti le 24 juillet dernier pour des propos jugés insurrectionnels sur des médias étrangers. Le principal concerné ne semble pas très affecté par cette plainte. Et puisque ce sont des autorités judiciaires qui ont été saisies, nous n'avons pas d'objection majeure. Nous avons confiance à la justice guinéenne et nous répondrons au moment opportun à l'invitation du procureur pour que le droit à la vérité soit dit dans cette affaire. Mais c'est aussi cela la lutte. À un moment donné, les contradictions à l'interne deviennent plus virulentes et parfois il y a des gens qui arrivent à le convertir à des cas de subjectivité pour essayer simplement de régler des comptes personnels. OEB Avogui se fonde sur les fédérations du parti dont il bénéficierait le soutien dans ce bras de fer qui l'oppose au bureau politique national du Parti démocratique de Guinée. Je pense que la plus belle des réponses a été donnée par toutes les fédérations du PDG ici en Guinée et à l'étranger. Je crois que vous avez eu la possibilité d'accéder à la motion de rejet qui avait été prise par les fédérations et à l'issue de laquelle nous avons pris la décision non seulement de révoquer de leur fonction les cadres qui sont liés à cette confusion au sein du parti, mais au-delà de les révoquer purement et simplement du bureau politique national. Si OEB Avogui affirme avoir informé le secrétaire général Mohamed Touré détenu aux États-Unis de la plainte, il a néanmoins préféré ne pas divulguer le contenu du message de ce dernier. Sur un autre plan, la vie chère, l'insécurité grandissante et les violations des droits de l'homme en Guinée, le Forum des forces sociales de Guinée monte au créneau et dénonce cet état de fait. Les responsables de cette structure ne sont pas satisfaits de la gestion de la transition par le CNRD. C'est pourquoi ils invitent les autorités à rester vigilantes sur certaines actions entreprises par d'autres soutiens. C'était à la faveur d'une conférence de presse organisée à cet effet. Ansoubaï le Baldé. À l'entame de leur conférence de presse, les responsables du Forum des forces sociales de Guinée ont brandi des photos de Oumar Silla, Fonike Mengue et de Mamadou Biloba, une manière pour Abdoul Sako et ses collègues de montrer leur solidarité avec les deux activistes disparus. Dans sa première communication, le coordinateur national du Forum des forces sociales de Guinée a dénoncé la vie chère dans le pays. Que dire aujourd'hui des conditions de vie que traverse chaque Guinéen aujourd'hui en termes de précarité, que nous sommes tous d'une manière ou de l'autre soumis ou obligés à être soit par nous-mêmes ou par des membres de nos familles, soit par nos collaborateurs, à aller vers une forme de mendicité incongrue. Ensuite, Abdoul Sako ne laisse pas le phénomène de l'insécurité grandissante que vivent des Guinéens dans le pays. Alors là, la grande question, nous n'avons pas la sécurité. Nous n'avons pas le social parce que lorsque vous êtes réduit à votre plus petite expression en matière financière et économique, le social ne peut pas intervenir. Lorsque vous dormez avec la peur au ventre, que vous pouvez être enlevé parce que vos dirigeants disent qu'en tant qu'adulte, vous pouvez disparaître. Vous vivez avec l'angoisse. Pour sa part, Ibrahima Aminata Diallo a exprimé sa déception quant aux violations des droits de l'homme sur des citoyens guinéens. Si on dit la Guinée a fait des violations des droits de l'homme, vous regardez les textes,
Aujourd'hui, la liberté d'expression a reculé. Vous regardez notamment les conventions internationales, quand vous regardez par exemple la Déclaration universelle des droits de l'homme, vous lisez, c'est des textes de référence même des constitutions dans le monde aujourd'hui, francophone. Mais malheureusement, on est en train de passer à côté. En parlant d'insécurité, pas plus tard que ce jeudi à Kinifi, un père de famille a été tué dans une attaque à main armée. El Hadj Asmiou Diallo a été tué dans sa chambre par des assaillants encagoulés qui ont emporté de l'argent et tous les téléphones de la famille. L'assassinat de l'opérateur économique plonge tout un quartier dans une inquiétude totale et relance la problématique de l'insécurité grandissante. Amara Bangor. Devant la chambre où l'horreur s'est produite, une goutte de sang, tout comme à l'escalier sur le mur. C'est le sang de l'opérateur économique tué dans des circonstances effroyables. Les assaillants lourdement armés venus attaquer la boutique à l'extérieur de la cour ont été attirés par le couple quand celui-ci était sorti au balcon. Ils s'y introduisent et piègent El Hadj Asmiou Diallo et son épouse pour se retrouver dans leur chambre. Ces inconnus ont exigé d'eux de l'argent. Je leur ai dit que nous n'avons pas d'argent. Je leur ai dit d'aller casser la boutique comme je n'avais pas de clé. Je leur ai demandé de ne pas tirer sur mon mari. J'avais de l'argent dans ma chambre. Je leur ai donné le montant que j'avais. C'est ainsi, un de leurs a ordonné de tirer sur mon mari. D'un seul coup, j'ai entendu le bruit de la balle. Dans le quartier, c'est un choc. Parents, voisinage et collaborateurs, tous sont affligés par la triste nouvelle dans une haute banlieue de Conakry où les habitants craignent l'insécurité. Pour voler, attaquer les gens aux boutiques, voler partis, ça c'est habitude. Venez tuer, c'est la première fois. Je me vois avec des jeunes dans le quartier que je n'ai pas d'habitude de voir le plus souvent. Et même moi, on m'a attaqué une fois. Sur place, une équipe de policiers enquêteurs a été dépêchée pour recueillir les indices de crime et interpeller les présumés auteurs. L'insécurité continue de battre son plein en dépit des efforts consentis. Votre analyse de cette triste réalité, M. Traoré? Très bien. D'abord, c'est un sentiment de désolation et c'est un sentiment de tristesse. Je dois d'abord présenter des condoléances à la famille éplorée et aussi à toute la République de Guinée. Maintenant, au-delà de cela, ce qu'il faut dire, c'est que la problématique de l'insécurité continue en tout cas d'inquiéter les Guinéens, ce qui ne se devrait pas, étant donné que nous sommes aujourd'hui dirigés par un groupe armé. Voilà, je crois qu'aujourd'hui, chacun devrait être interpellé par cette situation. Premièrement, d'abord les citoyens. Les citoyens, quand même, ils doivent savoir que dans un premier temps, ils sont d'abord le premier à assurer leur propre sécurité. Il n'y a pas mieux que l'individu lui-même pour assurer la sécurité. Parce que quand on regarde aussi quelque part, c'est que le comportement aussi de manière extravagante de certains citoyens aussi attire souvent les bandits des grands chemins vers eux. Ça, c'est un premier aspect. Deuxième aspect, il faut dire clairement que l'autorité devrait aussi, en tout cas, faire le maximum pour pouvoir assurer la sécurité des citoyens. Ça, c'est extrêmement important aujourd'hui. Quand vous avez déjà la reine aujourd'hui, que vous avez à la tête d'une nation, il faut que vous sachiez qu'en ce qui est en rapport avec la sécurité alimentaire, la sécurité physique, l'intégrité physique même des citoyens, c'est vraiment votre affaire, c'est votre responsabilité, c'est votre devoir. Donc, il faut interpeller l'État à ce niveau-là, de mettre vraiment les bouchées doubles, travailler en synergie avec les autorités locales et des citoyens du quartier à tous les niveaux pour pouvoir quand même asseoir un certain nombre de sécurité dans les quartiers. Pourquoi ne pas en mettre? Parce que, en tout cas, les quartiers qui sont renommés très chauds ici, ces quartiers-là sont connus naturellement. Et pourquoi ne pas essayer d'asseoir un certain nombre en tout cas, une base militaire dans le cadre de la sécurité des PA, par exemple, dans le cadre de la sécurité des citoyens, bien sûr. Mais vous savez, l'histoire de PA déjà est très, très effrayante aux yeux des Guinéens. Oui. Donc, on ne dira pas en tant que tel PA, mais une base sécuritaire quand même peut être mise dans certains quartiers reconnus plus chauds, pour pouvoir assurer en tout cas la sécurité naturellement des Guinéens. Donc, c'est ce qu'on peut dire aux autorités. La responsabilité leur incombe de mettre tout en œuvre pour assurer la sécurité des citoyens. Donc, vous estimez qu'ils sont responsables de ce qui arrive? Exactement. Dans une république comme la nôtre, je crois qu'il faut que tout ce qui arrive aux citoyens dans la république, l'État est responsable. Parce que l'État a l'obligation d'asseoir
n'est-ce pas, cette sécurité-là, l'État a l'obligation d'assurer la sécurité de tous les citoyens. Donc, on pourrait quand même demander aux uns et aux autres, les parties prenantes de la sécurité nationale, puissent faire le maximum pour que, en tout cas, leur propre sécurité soit assurée. Mais au-delà de tout ça, il y a quand même une force suprême, n'est-ce pas, qui est censée coordonner toutes ces activités pour que les citoyens puissent avoir la sécurité maximum. Place à présent au reportage de la semaine et on parle d'infrastructures routières. Nous vous plongeons dans le calvaire quotidien des usagers de la route nationale numéro 4, Koya-Farmoria, en passant par Forêt-Caria. Il s'agit du pont de Sambaya se trouvant à la sortie de Koya. Cette infrastructure routière réalisée il y a moins de 3 ans est dans un état très inquiétant. Les usagers craignent d'ailleurs un effondrement si toutefois des dispositions ne sont pas prises pour une réfection. Ansoubaï Le Baldé pour plus de détails. Les risques sont énormes pour les usagers de la route Koya-Forêt-Caria. Si rien n'est fait, un effondrement du pont de Sambaya, juste à la sortie de la ville de Koya, est à craindre. En ce moment même, un gros trou est visible à l'entrée de l'infrastructure routière pour ceux qui viennent de Forêt-Caria. Une situation devenue très préoccupante pour les conducteurs. Non, vraiment, nous souffrons énormément ici pendant ces derniers jours. Du matin au soir, les embouteillages sont visibles le long de la route à cause de l'état du pont. Et cela nous fait tellement peur, puisque s'il y a effondrement, on ne le souhaite pas, mais le trafic sera coupé. En étant sous le pont, vous pouvez voir les véhicules et motos qui traversent à partir de là-haut, comme pour illustrer la gravité et le risque qui prévalent sur l'infrastructure. Oui, il y a des risques aujourd'hui, oui, pour les passagers. Quelqu'un peut venir qui ne sait pas si jamais ça y a le trou ici. Hein? Ils sont un peu, je crois ça, ils ne sont pas prudents, les chauffeurs. Pendant la nuit, même pendant la journée, il y a des motards qui sont là aussi, qui ne sont pas prudents. Donc avec ça, là, quand on voit ça, il faut qu'on donne aux gens là pour refaire le pont. Même avec l'état inquiétant du pont, les gros porteurs se bousculent sur le passage pour traverser au même moment. Mohamed Bangoura, vendeur d'essence au marché noir, est assis tout près de l'entrée ou de la sortie du pont. Il explique ce qu'il vit avec cette situation. Ils n'ont pas bien fait ce pont. Quand les camions passent, ils tremblent beaucoup. Les gros porteurs qui font la traversée ont plus de poids par rapport au pont. Ils n'ont qu'à nous aider, sinon les risques sont énormes. À côté se trouve encore le pont colonial qui tient ses pieds. Des citoyens estiment que celui-ci est bien construit par rapport à l'autre qui est actuellement utilisé et qui commence à présenter une image de désolation. Non, ce pont-là, c'est plus vieux que ça, là. C'est plus vieux que ça. Ils n'ont pas bien fait le pont. Mais seulement, je pourrais dire que c'est le financement aussi. C'est le financement. Quand le gouvernement ne finance pas comme il faut, les autres aussi vont travailler comme j'en donne de l'argent. Je peux comparer la route là à la route de la Sierra Leone. J'ai vu ça au moment qu'on faisait la route de Sierra Leone. On n'a pas bitumé très bien, seulement de la terre rouge. On n'a pas mis de gravier là-dessus. C'est pourquoi. Et puis le fer qu'on a mis, c'est tout petit. Les embouteillages causés par l'état lamentable du pont sont dénoncés par les usagers. Ils interpellent l'État à faire face à la situation du pont de Sambaya, très fréquenté par des transporteurs venant ou pour d'autres pays frontaliers avec la Guinée, comme la Sierra Leone. Des infrastructures qui s'affaissent en moins de 3 ans. À qui la faute, M. Traoré? Bien évidemment, c'est à l'État la faute. Vous savez que la Guinée est dans cette situation aujourd'hui de décennies de difficultés, de problèmes qui n'ont pas été résolus. Jusque-là, nous, la nouvelle génération, nous sommes obligés de revenir sur ces différentes questions. Ce qui a lieu de dire, c'est que depuis plus de 30 ans maintenant, les infrastructures qui sont déjà mises en place dans notre pays ne sont pas des infrastructures de qualité. À côté de cela aussi, il faut revenir un tout petit peu en arrière, un peu pour questionner un peu l'urbanisation de notre pays. Et à côté de cela, la corruption qui tourne autour de tout cela, parce que vous savez très bien, lorsque nous regardons un peu la qualité de ces différentes routes-là, vous savez que lorsque nous sommes en train de mettre en route, il y a en tout cas un certain nombre de standards qui existent, il y a un certain nombre de normes qui existent en matière de la construction des routes.
Mais aujourd'hui, je ne sais pas si c'est par la mauvaise foi ou par manque de vision, mais tout ce qu'on a vu dernièrement comme construction de routes, comme construction d'infrastructures publiques dans notre pays, c'est fait de manière à la va-vite. C'est fait de telle sorte que, si vous voulez, pour que, en tout cas, un certain nombre d'observateurs puissent apprécier ce qui a été fait. Mais est-ce que c'est fait pour que demain, après-demain, que ça puisse servir le Guinéen? Non, tel n'a pas été le cas. Donc, cela a été le cas. C'est pourquoi, quand vous voyez dans notre pays, lorsqu'il y a une route qui est construite 1 année, 2 ans, 3 ans après, vous avez tout de suite là les nids de poules qui se construisent sur la route et tout de suite, c'est la dégradation qui continue. Parce que vous avez constaté dans votre reportage tout à l'heure que le pont qui a été construit à Sambaya, juste à côté, il y a un autre pont qui a été construit depuis, si vous voulez, le premier régime. Vous voyez que ce pont du premier régime là tient encore par rapport à l'autre pont qui vient d'être construit, ça ne fait même pas encore 5 ans, qui commence déjà à s'effondrer. Cela dénote encore à plus d'une fois ce que je suis en train de vous expliquer. Comme pour dire qu'il n'y a jamais eu de sérieux dans la construction des infrastructures dans le passé. Donc, c'est toujours cette patate chaude-là que l'on continue en tout cas de fomenter, de préparer pour mettre à la prochaine génération. Ça, ce n'est pas seulement dans le cadre des infrastructures, mais aussi dans d'autres domaines de notre vie. Le système éducatif est là, le système sécuritaire est là, le système sanitaire est là. Donc, toutes ces choses-là, vraiment, sont faites aujourd'hui de telle sorte qu'on n'en sorte pas. Et c'est pourquoi, vraiment, il faut continuer à dénoncer. Non seulement il faut demander au gouvernement actuel de travailler à ce que ce qu'on a vu dans le passé ne puisse plus revenir. Ça, c'est d'abord le rôle d'un jeune acteur politique ou alors d'un jeune citoyen qui voudrait que le pays aille de l'avant. C'est notre rôle de dire aujourd'hui que oui, nous venons d'une situation où on n'a pas connu quelque chose de pertinent pouvant garantir l'avenir du Guinéen. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que nous devons faire? C'est de travailler de telle sorte que cela ne puisse plus arriver. C'est de faire quoi? De poser des diagnostics, voir quel a été le problème. Est-ce que c'est les ingénieurs qui ont été recrutés qui n'étaient pas à la hauteur? Est-ce qu'il y a eu une sorte de corruption, de détournement ou alors de dilapidation ou bien en tout cas de légèreté dans la construction de ces infrastructures? Donc toutes ces questions-là devraient être posées sur la table et essayer de trouver des problèmes. Et à partir de ce moment-là, on peut commencer à résoudre ces différents problèmes pour que demain, n'est-ce pas? Pour que demain, qu'on puisse avoir en tout cas une Guinée qui puisse servir notre nation. C'est ce qu'on veut. Pour que demain, qu'on puisse laisser à la Guinée, en tout cas, une génération qui puisse quand même bien se sentir par rapport à ce qu'on a connu récemment. D'accord. Justement, en parlant des problèmes qui doivent être posés, selon vous, que faut-il pour éviter cette triste réalité? Ce qu'il faut, c'est de poser en tout cas le problème. Déjà, nous savons que ces 20 dernières années, toutes les infrastructures que nous avons connues pratiquement sont des infrastructures qui sont aujourd'hui en lambeaux. N'est-ce pas? Par contre, quand vous prenez d'autres pays comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire et autres, pendant ce même moment, il y a eu des infrastructures qui ont été construites dans ces différents pays-là, mais qui continuent encore à défier le temps. Mais pourquoi c'est en Guinée seulement que ces infrastructures qui ont été construites continuent d'être dans une situation de décrépitude? C'est la question qu'il faut se poser dans un premier temps. Deuxièmement, il faut appeler les experts nationaux et internationaux. Moi, je suis quelqu'un qui est d'avis vraiment qui, en tout cas, fait une sorte de coopération dans beaucoup de domaines, dans presque tous les domaines. Je suis d'accord à ce que les intellectuels guinéens qui sont là, les ingénieurs guinéens qui sont là soient associés au projet. Mais au-delà de cela, qu'on ait aussi d'autres compétences ailleurs qui puissent s'associer pour faire en tout cas une étude beaucoup plus approfondie pour voir pourquoi les infrastructures en Guinée ne tiennent pas. C'est la deuxième étape qu'il faudrait qu'on fasse. Et à partir de ce moment, prendre des mesures idoines. Il faut prendre des mesures idoines. Est-ce que c'est des ingénieurs qui ne travaillent pas bien sur les projets? Est-ce que c'est lié à un problème de corruption? Ce que moi je peux dire aujourd'hui, je n'ai pas de chiffres dans les mains, mais je peux dire que le problème en Guinée, les 80% par rapport aux infrastructures sont des problèmes de corruption. Ce sont des problèmes de corruption des individus ou les dirigeants qui sont censés piloter ces différents projets-là ont des tendances, ont des velléités à empocher les 80% du montant qui devrait être investi et investir les 20%. Donc, c'est pas étonnant de voir en ce moment, 1 année, 2 ans après, ces routes-là qui s'effondrent. Donc, il faut poser les questions à ce niveau-là. Est-ce que c'est un problème de corruption? Est-ce que c'est un problème de mauvaise foi? Parce qu'en Guinée, comme je vous ai dit à l'entame de mes propos tout de suite là, je vous ai dit qu'en Guinée, il y a un problème de patriotisme. Il y a toujours eu un problème de patriotisme. Depuis après le premier régime, nous avons constaté que ceux qui ont eu la possibilité, ceux qui ont eu ce privilège-là de diriger cette nation n'ont pas aimé la nation. Parce que moi, je me dis que même si on n'a pas la compétence de développer une nation, mais lorsqu'on aime sa nation, on la préserve par rapport à certaines malversations, par rapport à certains problèmes. Peut-être on se dit qu'à l'avenir, il y aura des jeunes qui vont venir, il y aura la nouvelle génération qui se forme actuellement qui vont venir, qui ont les compétences nécessaires pour avancer le pays. Mais entre-temps, nous avons notre devoir en ce moment de préserver la nation pour ces gens. Mais c'est ce qui n'a pas été le cas guinéen. On a vu les dilapidations des fonds, parce que quand vous observez également ceux qui étaient censés faire ça, qui parlaient au nom de la nation, qui parlaient au nom du pays, quand vous regardez un peu ce développement-là, vous verrez un tout petit peu que
et ces mêmes personnes, malgré la situation de décrépitude de la Guinée, mais ces mêmes personnes sont en tout cas des multimilliardaires. Moi, c'est la question que je me pose. Comment on peut se poser la question, comment on peut constater que les personnes qui étaient censées développer une nation ou une organisation bien déterminée, ces personnes-là sont des multimilliardaires ailleurs. Pendant ce temps, l'organisation, la nation qui devrait développer continue de végéter dans la précarité. Donc c'est vraiment très simple pour moi. C'est très, très simple pour moi et je crois que tout Guinéen peut comprendre cela. C'est que l'argent qui devrait servir à développer la nation, c'est ce qui a été détourné à d'autres fins. C'est ce qu'il faut dire concrètement. Donc, voilà un tout petit peu ce qu'on peut dire. Donc, il faut en ce moment que cette transition puisse profiter, n'est-ce pas, de tout ce qu'on est en train de dire là, pour pouvoir résoudre définitivement ce problème. D'accord. Et aujourd'hui, est-ce qu'il est primordial de suivre de près les projets d'envergure tels que la construction des routes? C'est extrêmement important. Vous savez, au début de la transition, on a entendu quand même des voix qui s'élevaient un peu par-ci, par-là, qui disaient que non, est-ce qu'aujourd'hui, on va se concentrer sur la construction des infrastructures ou est-ce qu'on va aller rapidement aux élections? Moi, je crois que c'est extrêmement important que l'on essaie de se concentrer, de contrôler et de surveiller la construction des infrastructures aujourd'hui pour le développement de notre nation. Parce que peut-être qu'on va organiser les élections, mais quand on organise les élections, qu'est-ce qui nous dit qu'après les élections, que les choses vont tout de suite avancer? Choisissez la construction. À choisir, moi j'aurais choisi, en tout cas à tout moment, en période transitoire comme après les élections, j'aurais choisi en tout cas qu'on ait, n'est-ce pas, un système qui va se focaliser sur un travail rigoureux allant dans le sens de l'épanouissement du Guinéen. C'est ce que je choisis. Donc, si cela devrait nous permettre à ce qu'on aille au-delà de ce qui a été dit initialement dans les dispositions ou alors dans le chronogramme qui a été précité, je suis d'accord. Mais si cela peut se faire également en respectant aussi ce chronogramme qui a été mis, alors qu'on aille. Donc, mais ce qui reste clair aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas aller dans ce sens-là et aussi respecter ce chronogramme. Qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je pense qu'il faut privilégier le bien-être du Guinéen. Parce qu'on en a vu aujourd'hui, ceux-là aujourd'hui qui souhaitent briguer tout de suite la magistrature, qui sont parfois pressés d'aller aux élections, ce sont des personnes dont on a vu aux œuvres ici. On les a vus dans le gouvernement, on les a vus à la gestion du pays. Ils ont fait des dizaines d'années en train de diriger ce pays. Mais qu'est-ce que ça donnerait pratiquement? Moi, je dirais absolument rien. Parce que si ça avait donné quelque chose, aujourd'hui, on ne serait pas là. Donc voilà un tout petit peu mon inquiétude face à ce qui est en train de se passer. Sport à présent, la liste des joueurs convoqués pour les matchs de la Guinée au compte des premières journées des éliminatoires pour la CAN 2025 au Maroc a été dévoilée dans la soirée de ce lundi. Fatoumata. Pour les deux premières sorties de l'équipe du CELI A, Michel Ducillet, coordinateur du directoire transitoire, et le sélectionneur Charles Paquillet ont retenu en groupe de 23 joueurs, dont 2 locaux. Il faut noter le retour du milieu de terrain Mohamed Madi Camara et de l'absence d'Amadou Diawara. Sur la question, le journaliste sportif Amadou Labaya Camara pense que c'est l'une des listes acceptables vu la performance des joueurs convoqués. Mamadou Dane. C'est la toute première liste du nouveau directoire dirigé par Michel Ducillet et Lapé Bangoura. Une liste de 23 joueurs rendue publique par Charlie Paquillet. Parmi les joueurs convoqués, on note le retour de Mohamed Madi Camara qui avait quitté la sélection nationale depuis quelques années. Le journaliste sportif Amadou Labaya Camara prouve que le retour de Madi Camara est très mérité au sein de la sélection après le départ de Kaba Diawara. Madi Camara, il mérite d'être là parce qu'il joue pleinement dans son club. D'ailleurs, tout dernièrement, il a été sacré meilleur joueur, homme du match lors d'une de ses rencontres. Donc, ceci dit qu'il devrait être là. Et il n'est pas appelé pour, dans une complaisance. Pour Amadou Labaya Camara, l'absence de Amadou Diawara et Nabi Keita se justifie par le manque de temps de jeu dans leurs clubs respectifs. Moi, je crois que ces deux joueurs-là, en manque de temps de jeu, n'avaient pas en tout cas leur place au sein de cette équipe. Donc là également, la non-sélection de ces deux joueurs-là est justement justifiée et que ça ne pose pas beaucoup de problèmes. Selon ce journaliste sportif, le nouveau directoire doit impérativement prouver son efficacité en faisant un bon résultat contre la RDC et s'imposer face à la Tanzanie pour espérer continuer l'aventure à la tête du CELI. Pour pouvoir espérer se qualifier au Maroc 2025, il faut forcément chercher à limiter les dégâts sur ces deux premières sorties, à savoir aller jouer à Kinshasa, qui va être un match de revanche pour le CELI, revenir à Yamoussoukro,
tenir la tête contre la Tanzanie. Le Chili affronte la RDC le 6 septembre à Kinshasa et la Tanzanie 4 jours plus tard à Yamoussoukro au compte des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Alors, Monsieur Traoré, un mot sur cette liste. Je crois que la liste, elle est acceptable. Elle est acceptable. Je ne suis pas aussi surpris de ce qui pourrait surprendre des gens, comme l'absence, par exemple, de Nabi, naturellement. Donc, je ne suis pas surpris. Et ce qu'il faut dire naturellement, c'est que l'organisation que nous avons vue, peut-être lors des éliminatoires de la CAN qu'on vient de voir récemment, il faudrait qu'on tienne compte de ces différentes structures-là. Ça, c'est extrêmement important. Mais ce qui a lieu de dire aujourd'hui, moi, qui me semble en tout cas pertinent, c'est de faire le diagnostic sur le football guinéen de manière générale. Parce qu'on a souvent constaté que quand c'est le style national qui joue, quand c'est une compétition qui concerne la Guinée, ce sont des fonds qui sont mobilisés parfois pour accompagner nos équipes. Mais en fin de compte, on n'a absolument rien vu. Récemment, nous avons vu, par exemple, les Jeux olympiques de Paris. Bon, pratiquement, on a mobilisé près de 100 milliards de francs guinéens, n'est-ce pas? Pendant ce temps, les structures étatiques sont aujourd'hui sévrées de leur budget. Et pendant ce temps, on parle de la rationalisation, mais tout ce montant-là, on les réunit pour accompagner en tout cas un certain nombre de Guinéens pour aller représenter le drapeau. Mais en fin de compte, qu'est-ce qu'on a obtenu, n'est-ce pas? Moi, je me demande ce qui est concrètement obtenu en contrepartie. Parce que c'est vrai, c'est une rencontre ludique, c'est une rencontre sportive. Mais au-delà de cela aussi, c'est aussi un enjeu économique. Qu'est-ce que la Guinée a obtenu au-delà de tout ça? Donc ça, c'était une petite parenthèse qu'il fallait dire. Mais au-delà de cela, je suis de ceux-là qui pensent qu'il faudrait aujourd'hui essayer de suspendre le football guinéen pour encore 10 ans. Donc une manière de revenir à la base, c'est-à-dire former les jeunes, la nouvelle génération, former les jeunes pendant près de 10 ans, qu'on puisse se retirer de toutes les compétitions, travailler sur ces jeunes, amener si vous voulez, des coachs compétents, et pourquoi pas inscrire ces jeunes-là dans les centres à l'international, pour qu'après 10 ans, qu'on ait réellement une équipe. Parce que là, nous n'avons pas une équipe, vous avez vu, on a dit tel est venu, tel n'est pas venu, tel a été appelé, tel n'est pas été appelé. Donc moi, en tant que profane, j'ai l'impression que c'est lorsque nous disons qu'il y a une compétition qui pointe à l'horizon qu'on commence à appeler les Guinéens par-ci, par-là, qui brillent dans les différents clubs. On ne sait pas comment il a grandi, comment il a commencé sa carrière, parce qu'on a entendu son nom dans les différents clubs, on les appelle tout de suite là pour venir former. Donc l'équipe ne se forme pas comme ça, à mon avis. Parce que pour moi, une équipe, ce sont ceux-là qui ont en tout cas fait un certain temps ensemble, qui ont grandi ensemble, qui ont évolué ensemble, qui se comprennent naturellement sur le terrain, qui n'ont pas besoin en tout cas de forcer quoi que ce soit pour aller de l'avant. Donc pour avoir une équipe, je pense que l'État devrait vraiment mettre la main à la poche, reconsidérer sa position et développer le football à la base pour que les années à venir, que nous puissions enfin remporter les coupes comme ça a été le cas de la FIA 77. D'accord, donc en clair, vous voulez dire que la Guinée doit se retirer de toutes les compétitions sportives sur une durée de 10 ans. Exactement. Et 10 ans, ce n'est pas trop. Ce n'est pas trop, naturellement. On a eu des projets ici qu'on a mis sur la Guinée 2040, 2030, etc., etc. Mais les gens, 2025, je veux dire, les gens ont dit que mais non, ça c'était trop loin. Parce qu'au moment où on parlait de ça, on était au début des années 2000. Les gens disaient que c'était trop loin, donc on ne peut pas implémenter. Mais aujourd'hui, on est en 2025 aujourd'hui. Ces projets encore sont maintenant caducs, mais on est encore même reculé en arrière. Donc pourquoi ne pas se donner le temps? En tout cas, moi, je suis en tout cas un leader qui a une vision. C'est pourquoi, dans les petites discussions de l'année prochaine ou de l'année prochaine, ne m'intéresse pas vraiment. Je ne me retrouve même pas là-dedans. Je veux en tout cas un leader qui a une vision pour 20 ans, 30 ans, 50 ans, même après vous, que au moins les Guinéens qui resteront puissent quand même vivre normalement. Donc même si on ne sort pas carrément, parce qu'il y a aussi une pression derrière qui est, si vous voulez, la FIFA, quand on se retire délibérément, est-ce que cela ne va pas avoir aussi des répercussions sur notre pays? Il y a ce cas-là, mais même si on ne se retire pas définitivement, mais il y a lieu en tout cas de réorienter les fonds. Hein? Chaque fois, il faut mobiliser des milliards pour accompagner le style national. Après, on se retourne bredus. Moi, je pense qu'il faut réorienter les fonds aujourd'hui vers la formation des jeunes. Dieu merci, il y a les centres qui sont construits maintenant dans notre pays. Il suffit d'amener des experts. Il y a vraiment des jeunes talents que moi-même, j'ai directement côtoyés à la base, qui ne sont même pas connus aujourd'hui. Pourquoi ne pas recruter ces gens à travers une compétition dans les différents quartiers, les prendre, les encadrer, peut-être même les envoyer à l'étranger, se former très bien aux frais de l'État. Et ensuite, l'État les amène pour pouvoir travailler. Et ça, ce n'est pas seulement dans le cadre du football, dans toutes les disciplines sportives.
Donc, c'est ce qui va permettre à la Guinée, je vous assure, en l'espace de 15 ans, d'être vraiment très heureux en rapportant des coupes en Guinée. Ainsi s'achève cette édition d'information. Merci, Monsieur Traoré. Merci. Je rappelle que vous êtes acteur politique et président de l'Union patriote africaine de Guinée, c'est exact? C'est exactement. Merci, Dina Boucham. Merci à tous. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite sur KBTV. Merci.